Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fruits de la Passion, le podcast vitaminé qui interviewe des gens follement passionnés. Entrepreneuriat, intelligence artificielle, poésie, photographie à l'argentique. Mon invité du jour a une vie aux multiples facettes. En partant d'un milieu ouvrier, il a lancé plusieurs projets dans l'entrepreneuriat et a fini cofondateur d'une start-up faisant partie de la prestigieuse sélection du Futur 40. Nous abordons également le sujet de l'art, à travers la poésie, le théâtre ou encore la photographie, et mon invité m'explique que ce ne sont pas des passions, mais des nécessités. Bref, cet épisode n'a rien d'ordinaire. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Romain Evin. Bonjour Romain, je suis trop contente de Bonjour. te recevoir sur le podcast. Donc on s'était rencontrés à l'ESSEC en cours d'entrepreneuriat en première année et je me souviens que ton énergie et ton parcours atypique m'avaient marqué. Donc je suis trop contente qu'on fasse l'épisode aujourd'hui. J'avais déjà reçu Théo Leblanc sur le podcast avec qui on avait Oui, parlé d'entrepreneuriat, d'IA, c'était un super épisode. Donc voilà, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu souhaites, oui. s'il te plaît? Ouais, eh bien, donc moi je m'appelle donc Romain Evin, j'ai 37 ans, je suis né au Chili. J'ai été adopté ensuite et j'ai vécu dans le Nord. J'ai arrêté l'école assez tôt pour tout de suite commencer à créer une entreprise, notamment dans la cybersécurité lorsque j'étais chez Orange Business Services. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans des grands groupes américains, israéliens, toujours sur l'acquisition. Et puis en 2017, j'ai rejoint le commencement, je dirais, tu sais, de la Startup Nation avec The Family, c'était l'arrivée de Doctolib, Too Good To Go, etc. Il y avait une effervescence assez incroyable. Donc, comme tu le disais, pour les gens énergiques comme moi, c'était quand même quelque chose à faire, tu vois. Et c'était vraiment hyper cool. J'ai beaucoup appris à cette période. Et ensuite, à partir de 2021, j'ai créé une entreprise avec Anis Gandoura et Paul Mugino qui s'appelle StablerTech, qui est un outil d'extraction de données industrielles pour alimenter des modèles algorithmiques et qui est donc un outil qui va te permettre, par exemple, de créer tes propres datasets ou si tu as envie de créer ChatGPT. C'est la première couche pour aller extraire de la donnée publique sur des pages web publiques. On a été Futur 40 avec cette boîte et actuellement, et pardon, en parallèle de tout ça, je crée puisque je fais de la photographie argentique et j'écris de la poésie depuis que je suis enfant. Et donc, je fais plusieurs expos par an. J'ai des haïkus poétiques qui sont chez Erol, donc édités chez Erol. Enfin, donc, tu vois, je fais beaucoup de choses, je fais beaucoup d'expos. Donc, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie. Et en parallèle de ça, actuellement, je suis en train de créer une solution d'IA souveraine et de lancer mon podcast aussi. Donc voilà, donc je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Trop bien. Et ben merci pour cette petite intro. Du coup, pour commencer, j'aimerais bien qu'on parle un peu d'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous expliquer tes débuts avec ça? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs et, et comment t'es tombé Euh, là-dedans, quoi? ouais. Alors, je pense que déjà, je suis tombé là-dedans par chance. C'est-à-dire que j'ai rencontré les bonnes personnes et donc à un moment, je me suis dit, c'est quand même sympa l'entrepreneuriat. Et après, il y a aussi un truc, c'est que comme j'étais, enfin, je suis toujours d'ailleurs, malheureusement, TDAH, c'est vrai que j'avais des tendances à me disperser aussi. Donc l'entrepreneuriat, c'est quand même pas mal pour ça, parce que tu dois travailler sur plein de sujets, donc tes journées elles sont rythmées par plein de domaines différents. Mon papa avait monté un garage en Mauritanie. Ça, c'est la première expérience entrepreneuriale dont j'ai entendu parler, ce qui a été un fiasco, hein, clairement. Mais quand mon père en parlait, il était super content parce qu'il avait fait des milliers de photos, il avait vécu à la Mauritanienne, il avait découvert une culture, des êtres humains. Donc pour lui, il n'y avait pas d'échec entrepreneurial. J'adorais. Et ma grand-mère était couturière, donc quasiment en freelance de l'époque, puisqu'elle réparait les vêtements des gens et elle gagnait sa vie avec ça. Donc, quand j'étais petit, il y avait souvent des gens qui venaient chez ma grand-mère pour récupérer. Donc, je voyais comment on faisait pour, bah, tu vois, pour encaisser de l'argent, comment on faisait de l'upselling déjà à l'époque, tu vois. Donc, je pense qu'ils m'ont donné un peu ce truc-là, le goût de, vas-y, lance-toi, de toute façon, t'as rien à perdre. Et en plus de ça, tu vas apprendre quelque chose à la fin, notamment avec mon papa. Alors que ma maman, c'était tout le contraire. Elle est très conservatrice, était, tu vois, enfin,
elle était aussi, ouais, non, c'était pas du tout un truc fait pour elle, je pense, l'entrepreneuriat, et ça lui faisait plutôt peur. Bon, voilà. Donc, et ensuite, comment j'en suis venu à l'entrepreneuriat, c'est quand je suis rentré chez Orange Business Services, j'ai rencontré Mathieu Bailly, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était vraiment génial de s'associer avec quelqu'un, de monter un projet et de construire quelque chose ensemble, qui réussisse ou qui échoue. D'ailleurs, en fait, on s'en fiche un peu. Mais c'est le voyage, en fait. J'aime le voyage, résoudre des problèmes, avoir des problèmes, les résoudre et ensuite construire des choses avec une équipe. Voilà. Trop bien. Je me souviens que quand tu étais venu à l'ESSEC, tu avais vraiment mis en avant tes échecs entrepreneuriaux. Bon, voilà, c'était très intéressant. Oh Il y a oui. un côté assez américain. C'est quoi ton rapport à l'échec et en quoi tes échecs entrepreneuriaux ont façonné l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Mon rapport à l'échec, c'est que si j'échoue, c'est que déjà j'ai essayé de faire quelque chose. Donc je suis fier de moi. Je suis fier quand j'ai échoué, tu vois. Ensuite, souvent j'apprends quelque chose. Et ça, je pense que tous les entrepreneurs ont là. Tu vois, ma dernière expo, il y a plein de choses dont j'étais pas satisfait pendant l'expo. Bah, je me suis dit comment la prochaine fois je pourrais faire mieux. Et une remarque qu'on m'a faite pendant l'expo et qui m'a fait hyper plaisir, c'est qu'on m'a dit d'expo en expo, ça s'améliore entre guillemets, ou un truc du genre, tu vois. Donc je me suis dit, c'est bien, ça veut dire que bah, j'apprends et à chaque fois, et donc, c'est pas un échec, et en tout cas, c'est pas parfait, tu vois. Donc, mon rapport à l'échec, c'est pas très grave, en fait. Si t'as échoué, Romain, c'est que bah, t'as essayé de faire un truc, donc c'est génial, tu vois. Du coup, c'est pas vraiment un échec, t'as essayé de faire un truc. Euh, et des échecs entrepreneuriaux, alors ça, à la volée, tellement des choses qui fonctionnent pas, après ça refonctionne, tu vois, ça fait partie du jeu. Et en plus, plus tu vas échouer, plus tu vas apprendre, et plus à un moment, en fait, tes capacités de réussite augmentent. Tu vois, c'est contre-intuitif. C'est que, bon, bah, tu plantes une boîte, tu te dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Bon, ça a l'air bien. Qu'est-ce que j'ai fait de moins bien? Bah, comment on fait pour le travailler, pour plus que ça arrive? C'est ce qu'on dit souvent, tu sais, chez les entrepreneurs, c'est que, en fait, on peut pas répéter une erreur trois fois de suite, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, première fois, c'est pas grave, t'as fail, t'as échoué, t'as fait une erreur, pas de souci. Deuxième fois, ça commence à être problématique. Troisième fois, là, c'est vraiment très problématique. Et pour les entrepreneurs, ça, c'est hyper important. Euh, c'est là-dessus parfois que je reconnais des bons et des mauvais, quoi, tu vois, aux entrepreneurs. Qui répètent parfois plusieurs fois la même erreur, t'as envie de dire, ben, t'es vraiment très mauvais. Tu vois, j'ai terminé une mission dans une entreprise où le CEO, pour moi, répète les mêmes erreurs. C'est-à-dire, les commerciaux, tous les ans, bah, ils s'en vont parce que le process commercial est mauvais, tu vois. Bah, en fait, ça se paye à un moment. Et c'est très grave parce que tu ne peux pas répéter ad vitam l'erreur, tu vois? Il y a un moment où quand tu vois que tu as des sales qui viennent régulièrement dans ton entreprise et qu'à chaque fois ça se passe mal, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois ou d'un an, ils s'en vont, il faut se poser des questions sur soi-même, sur la structure de l'entreprise, sur ce que tu en fais, tu vois? Donc mon rapport à l'échec, il est là. Ce qui serait vraiment un échec pour moi, c'est de refaire une erreur alors qu'en fait, je savais très bien qu'il fallait pas faire ce truc-là. Ça serait très, très grave. Après, bah, tu sais, j'ai monté plein de structures qui ont plus ou moins fonctionné, qui se sont arrêtées au bout de 2 semaines, parfois au bout de 2 mois, c'est pas grave, on s'en fiche. Du moment que je rencontre des gens et que j'apprends quelque chose, moi tout me va, tu vois? Donc il y a pas de même pas de réussite ou d'échec. Juste le voyage, apprendre des trucs et rencontrer des gens. Et est-ce que tu as eu d'autres échecs qui t'ont marqué dans d'autres Ouais, domaines de ta vie? oui, bien, comme tout le monde, j'ai eu des échecs, amoureux par exemple, des échecs, amicaux. C'est la vie, hein, voilà, c'est comme ça. Et puis, lorsque j'avais 19 ans, ma grand-mère a été assassinée par mon grand-père. Et donc là, j'ai vraiment compris ce que c'était, tu vois, de perdre quelqu'un. Et donc, je l'ai pas vécu comme un échec réel, tu vois, mais c'était quand même très difficile parce que c'est pas ce que j'avais envisagé. Donc ouais, je pense que l'échec, on le rencontre tous d'une manière ou d'une autre et pas uniquement dans l'entrepreneuriat, loin de là, hein. Donc Bien voilà. sûr, bien sûr. Et justement, à propos de Ouais. l'entrepreneuriat, j'avais aussi une question à te poser. J'ai l'impression que de nos jours, l'entrepreneuriat, c'est un truc qui est hyper tendance et que tout le monde veut se lancer, etc. Selon toi, qu'est-ce que ça dit de notre société et pourquoi c'est aussi tendance aujourd'hui auprès des jeunes? En fait, ce qui est amusant, c'est que ça, je pense que ça a toujours été tendance.
Tu vois, enfin, Mhm. il y a toujours des gens qui ont voulu entreprendre. Après, on sait aujourd'hui, et ça, c'est des études qui le démontrent, que le meilleur moyen d'accéder, entre guillemets, à la richesse, c'est soit l'héritage, soit l'entrepreneuriat. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que c'est aussi un moyen de pouvoir accéder à la richesse. Et c'est quand même l'objectif à un moment d'avoir suffisamment de cash pour ne plus être obligé de travailler, pour pouvoir profiter de la vie parce que le temps sur Terre est assez court. Et puis la deuxième chose aussi, pourquoi il y a de plus en plus, je pense, de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as de plus en plus d'outils de vibe coding, Lovable, Bold, etc., qui te permettent de créer un site web, de créer une application en quelques jours, en quelques semaines. Et le troisième point, c'est notamment aussi avec l'arrivée de Cloud Code ou d'autres choses, bah, c'est facile de développer du software. Donc, je pense que ces trois choses-là, et en rajoutant quand même une espèce de liberté qui existe néanmoins. Tu vois, j'ai pas d'horaire particulier, j'ai des tâches à effectuer, mais ensuite je fais bien ce que je veux de mes journées. Donc je pense que il y a ça et aussi le fait que c'est quand même compliqué pour certaines personnes de s'intégrer dans une entreprise. C'est pas fait pour tout le monde, c'est comme l'école. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien être seuls et travailler sur leur business, quel qu'il soit. Et c'est pour ça aussi que tu as de plus en plus de freelances qui sont aussi des entrepreneurs. Donc je pense que c'est ces quatre points-là. Ok, trop bien. Est-ce que tu aurais un conseil aujourd'hui à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'y connaît rien, qui a peur de l'échec? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Bah, je dirais qu'il faut se lancer, s'il y a une envie, une idée, il faut aller jusqu'au bout de cette idée et de cette envie et se lancer tout de suite, immédiatement. Parce qu'il n'y a pas tellement de risques. Après, attention, si tu as un crédit, des enfants, etc., enfin, ça peut être plus complexe d'entreprendre, même s'il y a plusieurs manières d'entreprendre. On peut être aussi backé par un fonds d'investissement, aller chercher des business angels, enfin, tout est possible pour pouvoir se rémunérer, par exemple. Donc je pense que le premier conseil que je dirais, c'est démarrer immédiatement. Ne pas se poser de questions, parce que par définition, il vaut mieux échouer que d'avoir des regrets. Voilà. Ok, c'est une belle morale, mais justement, si on ne sait pas par où commencer, comment on fait? Et ben en fait, c'est ça tout le charme de l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas d'endroit entre guillemets par où commencer. Il y a plusieurs chantiers à paralléliser. C'est-à-dire que, tu vois, là, je suis en train de monter une entreprise d'IA souveraine. Ben, on parallélise et on est sur plusieurs chantiers. Il y a un chantier technique, créer le hardware, le firmware, le software. Il y a un chantier commercial, créer le plan d'action commercial, aller chercher les premiers clients, aller chercher les premiers prospects. Il y a un chantier légal pour créer la structure de l'entreprise. Il y a un chantier fonds d'investissement. Je fais aussi des rendez-vous avec des fonds pour présenter la solution. Donc en fait, il n'y a pas tellement d'endroits par où commencer. Il y a plusieurs endroits par où commencer. Et c'est pour ça que c'est parfois plus agréable d'être avec des associés. C'est qu'il n'y a pas un endroit. C'est pas, là, je suis là et non, tu sais vers où tu dois aller. Souvent, c'est ce qu'on appelle, tu vois, le break-even, c'est-à-dire l'objectif quand même qu'on se donne tous un peu. C'est plus un objectif que une première chose, tu vois, à effectuer. C'est comment on fait, écoute bien, c'est intéressant, comment on fait et à quel moment on a suffisamment de revenus pour se payer tous. Si on est 2, 3, 4, 5, tu vois. C'est plutôt ça qu'on va aller chercher. C'est-à-dire qu'on va avoir des objectifs. Aller chercher le premier client, aller chercher, je sais pas, le premier partenaire. Enfin, tu vois, en fait, c'est des key points et des milestones plutôt que par où commencer. Et l'objectif, bah, c'est quand même celui-là, surtout quand tu bootstrap, c'est comment je fais pour avoir un salaire dans 6 mois, dans 3 mois, dans un an. Quelle brique je dois construire pour arriver à mon objectif final. Et une fois que je suis à cet objectif final, bon, bah déjà, c'est plus sympathique. Quand tu arrives à te payer avec les revenus de ton entreprise et que ce sont des revenus récurrents, je peux te dire, tu as déjà passé une sacrée étape. Ok, et puis ensuite, bah, tu vas chercher le premier million d'ARR, et puis ensuite les 10 millions, puis ensuite les 100, puis en plus le milliard. Enfin, tu vois, après, c'est que des étapes. Et il faut construire à chaque étape. Et chaque étape est une construction différente où tu vas devoir faire appel à des gens différents, à des façons de faire différentes. Donc, je ne sais pas s'il y a un endroit, je réfléchis, elle est hyper intéressante ta question parce que est-ce qu'il y a un endroit par où commencer? Euh, En soi, c'est pas par exemple non plus, ouais, je sais pas, c'est pas le nom par exemple, c'est pas le premier truc qui vient. Ah, peut-être le premier truc sur lequel
commencer, c'est peut-être interviewer et sonder son marché. C'est peut-être ça. Si on a détecté un besoin, une urgence, peut-être d'aller discuter avec ses futurs acheteurs. C'est par là, peut-être que je commencerai. Ouais. Mais après, je paralléliserai avec plusieurs chantiers parce que il y aura beaucoup de choses à faire. Mm. Ok, très pertinent. Quand on s'était appelé pour préparer cet épisode, tu m'avais dit une phrase qui m'avait marquée. Tu m'avais dit, Ouais. j'ai des parents qui m'ont transmis des passions du XVIIIe siècle. Est-ce que tu pourrais développer un peu par Du rapport à 19e. ça? Du 19e. Oui, ouais, 19e. oui. Ouais, mes parents, en fait, au-delà de me transmettre peut-être pas des valeurs, mais en tout cas, une façon de faire les choses. C'est-à-dire que chez nous, il n'y avait pas beaucoup de télévision, par exemple. Donc, l'usage de la lecture était quand même très, 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 très poussé. Donc, pas de télévision, beaucoup d'écriture, beaucoup de musées. Puis à côté de ça aussi, des pratiques. Par exemple, moi, j'ai appris avec mon papa dans un labo à développer de l'argentique. Tu vois, ça, c'est pas une... Donc, moi, j'ai commencé à 10 ans. Tu vois, donc j'étais très jeune. J'ai fait du théâtre pour enfants. Donc, clairement, pareil, pas une activité de type jeu vidéo ou football le mercredi après-midi. Et enfin, j'ai fait de la danse de salon pendant 10 ans. Donc, j'ai appris à danser le tango, la valse, etc. Donc, et ma grand-mère me faisait faire de la couture. Donc, tu vois, bon, et un grand sens presque protestant, tu vois, du travail, du labeur. C'est important de faire quelque chose, de construire quelque chose, de terminer quelque chose. Donc, beaucoup de corvées à la maison. Et donc, c'est pour ça que je dis souvent avec amusement que mon papa et ma maman, oui, m'ont éduqué comme un gamin du 19e siècle, puisque bah, pas de télé, un peu de radio quand même, beaucoup de livres, beaucoup d'études, beaucoup de, tu vois, et beaucoup de travail manuel. C'est-à-dire, par exemple, je donne toujours cette anecdote, mon papa, tous les étés, il sortait tous les meubles de la maison et je devais les poncer, les réparer, ensuite passer de la couche dessus, enfin, tu vois, tout un truc. Et à chaque fois, je disais à mon père, mais pourquoi on fait ça tous les ans? Il me disait, en fait, tu te poses pas la question, c'est que tu dois le faire, ça va te faire du bien, tu vois, ou planter des choses, ou le travail de la terre. Parfois, ça fait chier. Et je lui disais, mais pourquoi je fais ça? Il me disait, t'inquiète pas. C'est juste pour comprendre à quel point c'est difficile, en fait. Que rien n'est accessible comme ça en claquant les doigts. Tu vois, moi, mon papa, quand j'avais 15 ans, il a demandé une dérogation au préfet de notre région pour que je puisse aller ramasser de l'ail dans les champs l'été. Parce que c'était pas, en fait, pour lui, c'était pas le fait d'aller ramasser de l'ail. C'est simplement le fait que, regarde, pour obtenir de l'argent et pour obtenir ce que tu as envie de t'acheter, en fait, il faut travailler. Tu vois. Et le travail, surtout pour ces générations-là, la définition, c'était quand même d'un truc un peu laborieux, vraiment au tripalium, quoi, tu vois, pas facile, chiant. Et surtout, je pense qu'on a été éduqués, parce que ma sœur également, dans cette optique-là, pour nous montrer que, un, c'était pas facile, qu'il fallait travailler, et qu'il y avait peut-être des boulots qu'on n'avait pas envie de faire, et notamment tous les métiers manuels. Donc moi, j'ai travaillé dans les champs, j'ai travaillé dans des restos, dans des bars, mais j'ai aussi travaillé dans une usine d'aussi construction métallique, où j'ai été charpentier, assistant charpentier, et ça m'a permis de découvrir que je n'étais pas mauvais manuellement, mais que clairement, j'en ferais pas mon métier. Donc je ne serais pas menuisier, plombier, et pourtant, j'aurais aimé. Tu vois. Mais non, moi, ce que je préfère, entre guillemets, bah, c'est, oui, c'est peut-être une production dite un peu plus intellectuelle et moins manuelle. Et je me suis aussi rendu compte à l'époque que ce qui me motivait dans la vie, c'était aussi rencontrer des gens. Donc j'avais besoin de pas être et d'où je pense que c'est ça aussi qui m'a amené vers le métier de sales et ensuite le métier et en même temps le métier d'entrepreneur. C'est que je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était convaincre, persuader, apprendre des choses, rencontrer des gens et tous les aspects technologiques. Donc clairement, tous les métiers manuels étaient quand même loin de cette vocation-là, entre guillemets. En tout cas, je sentais que c'était des choses que j'avais vraiment envie de faire. Et d'ailleurs, je me rends compte, c'est ce que j'aime faire. Quand t'étais petit, c'est quoi qui te passionnait? Quand j'étais petit, qu'est-ce que j'aimais faire? Alors déjà, quand j'étais petit, j'aimais bien faire un truc, c'était juste glander, c'est-à-dire ne rien faire, et m'imaginer des histoires dans ma tête. Ça, j'étais vraiment un gros professionnel. Ce qui m'a amené, forcément, tu t'en doutes, très très vite à l'écriture. J'aimais bien, tu vois, je sais pas, imaginer, regarder par la fenêtre et imaginer des extraterrestres débarquer dans mon jardin, mais vraiment dans un truc assez poussé. Donc j'ai toujours eu ce truc un peu de fiction, de m'inventer des histoires, et beaucoup d'histoires.
de toutes sortes, hein. Elle pouvait être amoureuse, scientifique, futuriste. J'avais vraiment pas de domaine. Historique aussi. Donc ça, j'aimais bien. J'aimais vraiment beaucoup glander, buller, m'ennuyer et que mon cerveau imagine des milliers d'histoires. Et puis après, le deuxième truc qui est arrivé super vite, c'est que j'aimais bien écrire. Donc j'ai commencé à écrire dès le plus jeune âge, tu sais, des petites fictions, des petites conneries un peu amusantes. Et après, ce que j'aimais du coup aussi, c'était lire. Donc beaucoup de romans, mais aussi beaucoup de BD. Donc je lisais beaucoup. Et ensuite, écouter de la musique. Tu vois, j'adorais la musique. J'écoutais, tu vois, Serge Reggiani, William Scheller, Georges Brassens. Et il y a aussi peut-être, j'en parle comme ça aussi parce que j'aimais bien, parce que c'était une part de l'enfance qui était quand même assez intéressant. Donc ouais, glander, ouais, enfin, et c'était pas vraiment du glandage pour moi en tout cas, parce que c'était hyper créatif. Regarder les nuages dans le jardin en glandant, ça c'était vraiment une activité que j'adorais. Écrire, lire, et après aussi un truc que j'ai adoré faire, c'était prendre mon vélo et m'échapper et aller faire des grandes, parce que peut-être que ça se fait moins aujourd'hui, mais à l'époque, nos parents, tu sais, on avait 12, 13 ans, ils nous laissaient toute la journée partir en vélo avec les copains, le truc un peu risqué. Mais ça, j'adorais partir avec mes copains dans les champs ou même ailleurs. Et c'est pour ça qu'après, je me suis même mis au BMX uniquement dans cette raison. Pas pour apprendre le BMX, je m'en foutais complètement, mais ça me permettait de me balader, d'aller n'importe où. Et encore une fois, d'aller rencontrer des nouveaux copains, faire des nouveaux trucs, l'aventure, quoi, à l'époque. Voilà. Comment on fait pour savoir ce qu'on veut dans la vie et pour trouver sa voie, sa vocation? Ce qui est important, c'est de trouver sa zone de génie. Et ça c'est important. Parce que c'est ce qui va permettre aussi d'être bon probablement dans ce que l'on fait. Euh, donc sa zone de génie, je pense que c'est important de savoir un peu sur quoi on est vraiment bon. Tu vois, moi je suis un peu bon, je pense, pour connecter les gens, pour aller connecter avec les gens, pour leur transmettre de l'énergie, de la méthodologie. Enfin, tu vois, j'ai une petite zone de génie, en tout cas professionnelle, dans ce domaine-là. Et puis après, euh, dans ma partie créative, je suis capable de penser out of the box. Tu vois, parce que comme j'ai beaucoup de domaines particuliers, euh, voilà, mais tu vois, il y a 2 ans, j'ai passé un diplôme de magicien avec mon compte formation. Non, mais tu vois, on en est là, quoi. Donc, Très aléatoire, très random. ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais chaque chose que j'apprends ou que je fais de nouveau, bah justement, ça me nourrit pour la suite. ça te stimule, bien sûr. Tu vois, là, Mhm. en décembre, j'ai dû créer un livre, donc j'ai dû faire appel à un imprimeur. Et ben, c'était un domaine que je connaissais pas du tout. Enfin, je savais pas. Là, je lance mon podcast. J'ai des invités. C'est la première fois que je vais le faire. Il faut que j'achète des micros, que je comprenne comment ça marche. Tu vois, comment on pose des questions, etc. Enfin, donc, C'est tout un art, hein. C'est ouais, pas bah oui. facile. Ouais, c'est pas facile du tout. Ouais, bien Mais, sûr. mais, du, mais du coup, tu vois, comment on trouve sa vocation? Attends, je réfléchis quand même une ou 2 secondes. Ou si Euh, tu veux, je peux essayer de le reformuler. Comment on trouve sa zone de génie? je pense en écoutant les autres et C'est en s'écoutant contradictoire. aussi On soi-même. trouve sa zone de génie en écoutant les autres. Bah oui, parce que c'est peut-être contradictif, mais par définition, les gens vont quand même beaucoup te dire, tiens, c'est fou, t'es bon pour faire rire les gens. Tu vois, moi, ma grand-mère me disait tout le temps, c'est dingue, dès qu'on va quelque part, tu te fais plein de copains. Et ma maman me disait ça aussi souvent, ça, je m'en souviens très bien. Elle me disait tout le temps, c'est dingue, on te lâche quelque part, tu te fais des potes. Bah, forcément, tu vois, quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, tiens, t'es bon pour quoi? Bah, t'es bon pour te faire des potes. Et comment tu peux te faire des potes? Bah, déjà, la vente, c'est un bon moyen de se faire, pas des potes, mais en tout cas de connecter avec des gens. Donc, je pense qu'en écoutant les autres, et au travers parfois du regard des autres, on peut découvrir sa zone de génie, tu vois? C'est-à-dire que, et pareil, quand j'étais enfant, ma maman me disait toujours, ah, c'est bien, t'écris super bien, t'écris de belles histoires. Et je savais raconter des histoires aussi. Tu vois, je racontais beaucoup d'histoires. Donc, tu vois, je pense que ça vient, ouais, à la fois des regards des autres, et puis après, c'est un travail que tu dois faire d'introspection, mais ça, c'est perpétuel. C'est-à-dire qu'à 18 ans, je me demandais ce que j'allais faire de ma vie, à 25 aussi, à 35 aussi, et j'espère aussi à 40. Attends. Mais, ouais, mais parce que tu vois, ça, c'est aussi un framework que j'ai intégré depuis longtemps, puisque je suis entrepreneur. C'est d'abord l'observation, ensuite interviewer, tu vois, l'interrogation, ensuite construire quelque chose, ensuite mesurer,
et puis ensuite itérer sur la chose. Donc, je suis pas un être fini, tu vois. Donc, mes vocations, bah, j'en aurais peut-être plein, et je préfère explorer. Et si demain je dois faire un seul en scène, je le ferai. Et pour la zone de génie, je pense que ça met du temps. On met quand même du temps à bien, tu vois, à bien paramétrer le truc. Et c'est pour ça que quand je te disais écouter les autres, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, qui ont fait appel à des coachs pour les aider à trouver leur zone de génie ou pour bien définir dans quel domaine est-ce qu'ils devaient aussi travailler. Donc, je pense que c'est un chemin de vie, tu vois. Euh, J'aimerais bien voir dans 10 ans à quel point j'ai su exploiter et à quel point j'ai encore optimisé mes zones de génie et comment j'ai travaillé sur mes faiblesses, etc. Tu vois. Bien. J'aimerais bien qu'on parle de l'IA, de l'intelligence artificielle, parce que c'est aussi l'un de tes domaines d'expertise. On n'en a pas trop parlé jusqu'ici. J'aimerais Ouais. bien savoir quel est ton avis sur l'IA et comment on peut faire pour l'intégrer intelligemment dans notre quotidien pro et perso. Alors, Ok. il y a des jours où je pense qu'on devrait couper l'IA à tous les êtres humains et les laisser uniquement à la défense, l'énergie, l'éducation, la santé. Ça, c'est, je pense, quand je passe une mauvaise journée. Tu vois, je dois avoir ce sentiment-là. Ouais, ouais, vraiment. Parfois, je me dis, est-ce que c'est pas plus contre-productif de laisser l'IA à tout le monde? Et puis, il y a d'autres jours où je me dis que c'est quand même un merveilleux outil et que j'utilise dans ma pratique artistique, mais qui reste qu'un outil, mais qui permet quand même d'aller beaucoup plus vite. Et pour les gens comme moi, qui m'ont permis de structurer aussi les choses. C'est-à-dire qu'avant, je passais 5 heures à faire un document parce que je suis TDAH et je galère et structurer un truc, c'était compliqué. Et grâce à l'intelligence artificielle, les neuroatypiques, j'ai quand même l'impression qu'on leur donne un super outil pour être plus structuré, pour faire plus de choses et pour être moins parfois dans la procrastination et compagnie. Donc, je pense que j'ai ces deux points de vue-là. C'est que parfois je me dis, pourquoi c'est grand public? Et il y a d'autres moments où je me dis, je pense que tout le monde devrait l'utiliser. Donc tout le monde devrait apprendre à prompter ou même à parler en langage naturel avec la machine. Et tout le monde devrait commencer à utiliser des outils de no-code, commencer à réfléchir à ce qui peut automatiser. Ok. Pourquoi? Mais ça, c'est presque philosophique et sociétal. C'est qu'il est fort probable que si on avance et que tout se passe bien, demain, s'il y a des robots couplés à du quantique, couplés à de l'IA, quel est le sens du travail en fait? Tu vois? Et ça, c'est. Alors, je pense pas que c'est une question qu'il faut se poser là en 2026, mais ça peut être plutôt rapide. C'est qu'à un moment, si on peut remplacer toutes les tâches super reloues par de l'automatisation, de la robotique et de l'intelligence artificielle, bah, quid du travail? Et quid du travail dans la société? Donc c'est pour ça que, tu vois, je suis comme tous les gens qui travaillent dans ce domaine. C'est que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. C'est-à-dire, c'est pas super, mais c'est pas non plus nul. Tu vois, enfin, c'est pas génial, mais c'est pas non plus nul. C'est qu'il y a un chemin entre les deux. Et comme toute technologie de rupture et même de révolution, eh bien, pour l'instant, on ne sait pas exactement où on va, comment on va faire les choses. Donc c'est ça le sujet super intéressant, c'est qu'on est en train de construire l'avenir de l'IA collectivement. Et peut-être que dans ce cadre-là, il faudrait peut-être s'interroger sur son usage et sur ce qu'on en fait. Et tu vois, par exemple, moi, ce qui m'inquiète quand même, et là, je parle comme un boomer, hein, mais quand je vois dans les écoles où je vais des gens tout faire avec ChatGPT, je trouve ça très cool. Parce que c'est, voilà, il faut être malin parfois, utiliser un outil pour gagner du temps et être plus efficace. Mais est-ce qu'on développe plein d'esprits, enfin plein de choses comme l'esprit critique, la capacité de raisonnement, etc. Ça, c'est un peu inquiétant pour la cognition. Après, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, et peut-être qu'en fait, peut-être que c'est le sens de la marche et que les jeunes vont développer, entre guillemets, d'autres skills que moi je connais pas encore. Mais comme moi, j'ai pas été éduqué dans ce truc-là, moi j'ai été éduqué au papier, on apprenait par cœur, et ce qu'il n'y avait pas, c'était pas hyper intelligent, hein, attention. Donc c'est pour ça que je crache pas sur les jeunes qui utilisent l'intelligence artificielle. Mais néanmoins, j'espère que ça va pas créer des retards cognitifs pour les gens et bah, des incapacités à raisonner, à critiquer, à penser le monde. Donc ouais, ça reste un outil, mais c'est un outil qui est comme tous les outils, qui peut être très dangereux ou alors très bénéfique pour l'humanité. Donc tu vois, j'ai un avis tranché, pas tant. C'est que chaque jour, je me pose des questions, comme tout le monde dans ce domaine. Mhm. Ok. Et Tu vois? est-ce que tu vois des solutions qui pourraient être apportées aux problèmes que tu as cités? Parce que moi, c'est vrai que, 'fin, on entend très souvent parler des problèmes, on dénonce beaucoup l'IA et ses travers, etc. Mais on entend assez peu souvent parler des potentielles solutions qui pourraient être mises en place.
Ah, ah. Alors déjà, je pense que la solution, elle vient des institutions. C'est peut-être un peu contre-intuitif pour un entrepreneur de dire ça, parce que tous les entrepreneurs se plaignent tout le temps, les règles, les lois, etc. Mais moi, je suis un fervent croyant de Victor Hugo et des États-Unis d'Europe. Tu vois, donc je crois à la logique européenne et je pense que c'est important. Et en plus, au vu de ce qui se passe dans le monde, je pense qu'on a tout intérêt à devenir tous pro-européens parce que voilà, ça a l'air compliqué. Donc je pense que déjà, il y a une réflexion institutionnelle. Et c'est tout le cadre de l'IA Act qui est en train de cadrer les choses, tu vois. Et je pense qu'en fait, c'est à l'État. Alors moi, je suis un Européen, donc forcément, je suis pour l'État-providence, tu vois. Je suis pour l'État régalien qui gère la santé, la sécurité, etc. Donc, je pense que déjà, l'État commence à légiférer, notamment en interdisant, par exemple, les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans. Bah, ça, je trouve que c'est hyper intelligent, tu vois. Bien que nous, quand on avait 13 ans, on était sur MSN et Caramel et je sais pas quoi, et on nous a jamais rien interdit, mais il n'y avait pas encore l'usage du téléphone portable, donc il fallait aller sur un ordinateur. Tu avais du 56K à l'époque, donc autant te dire que c'était bon, non, c'était un peu chiant. Que tu préférais mettre un CD-ROM dans ton ordinateur pour jouer à Age of Empire 2 plutôt que d'aller sur Internet, parce que c'est un peu relou. Donc tu vois, c'est un autre monde. Donc je pense que ça vient à la fois des institutions, et après je pense qu'il y a un deuxième truc. Et moi, c'est ce que quand je rencontre des parents ou quand j'ai des amis qui sont parents, c'est que je leur dis, c'est qu'à un moment, il faut aussi apprendre aux enfants, à un moment ou un autre, après, tu vois, avant leurs études supérieures, par exemple, à utiliser intelligemment l'intelligence artificielle et bien leur expliquer que c'est un outil et que ça restera qu'un outil. Et je vais te donner un exemple très concret. Ça doit venir donc des institutions, de l'éducation et ensuite de la société. Et quand j'entends société, c'est que là, moi, tu vois, c'est vrai qu'il y a quelques années, genre en 2020 ou 2019, j'étais accro à l'IA. Accro parce que je commençais à créer des œuvres à partir de l'intelligence artificielle avec Dali, par exemple. Enfin, accro, créer du contenu, créer des supports, etc. Et là, depuis quelques mois, je m'oblige à alors tu vois, c'est un peu particulier, hein, mais à de moins en moins utiliser l'intelligence artificielle. Ouais, c'est un peu Pour être moins particulier, tu dépendant, vois. quoi. Pardon? C'est pour être moins dépendant, j'imagine. Moins dépendant de Non, l'IA. en fait, c'est au-delà de la dépendance, parce que la dépendance, tu l'as dans plein de trucs et c'est parfois pas problématique. Regarde, j'ai Gmail, c'est une dépendance technologique et tout va bien, hein. Je suis très Oui. content d'avoir mes Parce que mails c'est un là-dessus et je outil. vais pas. Donc Ça reste effectivement, un il faut outil. voir comment l'utiliser. Mm. Mais non, en fait, ce qui m'a gêné, c'est qu'il y a un moment, je commençais à avoir des latences de cognition. Je m'en suis vraiment rendu compte. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je me suis retrouvé devant un mail et j'ai été bloqué. Mais vraiment, j'ai eu un blocage sur une formulation, je sais plus, sur un mot, et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je me suis rendu compte, bah oui, Romain, t'as une IA qui gère tes mails, t'as une IA qui te fait de la création de contenu, t'as une IA machin, bah oui, en fait, à la fin, qu'est-ce que tu fais toi? Et du coup, là, j'ai fait un gros retour en arrière en me disant, oh là là, ça, j'aime pas du tout. Donc, j'utilise aujourd'hui l'IA pour structurer, par exemple, si je dois faire un rapport de 50 pages, bien sûr que je vais utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps, structurer ma pensée. Mais tu vois, un truc que je fais plus, c'est que la plupart de mes contenus, par exemple LinkedIn, maintenant sont créés à la mano. Et ouais. Donc je vais utiliser l'IA pour trouver des sujets, par exemple, ou pour trouver, tu vois, une structure, qui me disent commence plutôt par ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais après, le cœur, je vais l'écrire moi-même. Un, parce que je pense que l'algorithme et les algos des réseaux sociaux vont quand même commencer à sanctionner tout ce qui est créé à partir de l'intelligence artificielle pour revenir à un aspect plus humain. Mais en plus de ça, parce que je commençais à me faire peur. Et beaucoup de gens qui utilisent beaucoup l'automatisation et l'IA m'ont fait la même remarque. M'ont dit, waouh, il y a eu vraiment eu un jour où je me suis retrouvé devant un mail et je me suis dit, merde, j'arrive pas à écrire ce mail parce qu'en fait, ça fait 6 mois, un an que j'ai pas écrit un mail moi-même presque, tu vois. Et ça m'a fait flipper. J'ai vraiment eu un coup de chaud. Je me suis plongé, tu vois, dans des livres direct en me disant il faut que je relise, il faut que je fasse refonctionner mon cerveau. Et j'ai de la chance, j'écris de la poésie tous les jours. Donc ça m'aide aussi à garder cet aspect-là. Mais ouais, c'est voilà mon rapport à l'IA actuellement.
C'est un peu, c'est un peu particulier. Tu nous as parlé de Dali et tu nous as dit que tu créais de l'art avec l'IA. Je sais que c'est un Ouais. sujet qui est très controversé aujourd'hui, notamment la place de l'IA dans l'industrie musicale et dans les arts en général, on va dire. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Je sais que enfin, tu vas sûrement nous dire que l'IA est un outil par rapport à la création artistique, mais Ouais. comment on fait? Où est la limite en fait entre la création Alors, humaine et la création qu'est-ce IA? En fait, c'est hyper intéressant, c'est que, en fait, c'est un outil, c'est un pinceau et rien d'autre. C'est-à-dire que quand je donne, je sais pas si je donne Sora Midjourney à mes parents, je pense que le résultat va être un peu triste. Pas parce qu'ils sont pas créatifs, mais déjà parce qu'ils savent pas utiliser l'outil et que est-ce que ma maman a envie de produire du contenu vidéo et graphique qui soit de grande qualité ou qui soit inspirant? Je pense pas qu'elle ait cette capacité. Sa zone de génie est pas là. Donc ça reste un outil. C'est controversé. Après, je pense que c'est toujours, tu vois, la même rengaine. C'est que tout le monde dit que l'IA ne va remplacer personne, elle va juste remplacer les gens qui l'utilisent pas. Bon. Et la deuxième chose qu'on entend souvent, c'est les gens qui sont médiocres vont se faire remplacer par l'IA. Ça, je suis un peu moins sûr. Mais ce qui est certain, c'est que, et c'est d'ailleurs, c'est le CEO de Spotify, je crois, qui a dit ça récemment. Il a dit, bah en fait, je m'en fiche un peu des gens qui râlent contre l'IA. Parce qu'à la fin, que tu produises du son en IA ou que ce soit humain, si des gens écoutent, si des gens adhèrent et si des gens aiment, c'est bien ça le but du truc. Donc, bah, c'est très particulier, c'est qu'il y a, en fait, c'est ça que j'aime pas d'ailleurs, c'est qu'il y a des gens qui sont parfaitement contre la plupart du temps, ou soit parfaitement pour. Soit c'est super méga génial, soit c'est super nul, super dangereux. Et en fait, non, c'est un équilibre. C'est-à-dire que moi, j'utilise l'intelligence artificielle plutôt dans un rôle de conversation avec la machine. Je converse avec ma machine et au travers de cette conversation, je vais pouvoir créer ce que moi j'appelle un prolongement algorithmique sur mes photographies, sur mes poésies. Donc, moi, je vois plus l'IA comme même plus un outil, mais même presque un assistant pour tester des choses, produire de nouveaux concepts, etc. Donc, par définition, j'en ai pas peur. Par contre, j'ai toujours mon appareil photo argentique et je continue à faire de l'argentique. Donc pour moi, il n'y a pas de. En fait, ce sont pas des choses qui sont contraires. Ce sont juste de la complémentarité. C'est un peu comme, tu vois, quand on a eu les premiers appareils photo numériques. Moi, mon papa faisait de l'argentique. Bah, il disait tout le temps, ah, c'est nul le numérique, blablabla. Puis aujourd'hui, c'est le premier à avoir un appareil photo numérique. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que oui, au début, ben oui, il y a des early adopteurs comme moi qui disent, bah non, on peut l'utiliser, c'est cool, on peut faire ça, ça, ça. Puis après, tu auras toujours des gens qui seront trop contre cette révolution, et je peux les comprendre aussi, tu vois. Donc je pense qu'il faut garder un aspect physique de la chose. C'est-à-dire que il est fort peu probable que demain je fasse uniquement de la création par intelligence artificielle. Ça n'arrivera pas. Parce que j'ai toujours un plaisir réel à utiliser une pellicule argentique pour faire de la photographie, tu vois. Parce qu'il y a un plaisir là-dedans, il y a une pratique, il y a une expérience que j'aime. Donc, je pense que juste la combinaison des deux est très intéressante, par exemple. Et je vais te donner un exemple très concret. L'année dernière, j'ai modélisé l'amour dans une équation mathématique. Et ben, sans l'intelligence artificielle, ça aurait été complètement impossible. Pourquoi? Parce que, un, je peux pas me taper tout le travail d'Alexander Grothendieck tout seul. Enfin, je veux dire, ça m'aurait pris des années. Deux, c'est difficile quand même de conceptualiser l'amour dans une équation. Ça demande quand même un effet d'abstraction qui est hyper élevé. Et ça, bah, une IA, c'est cool. Parce que pour le coup, elle est capable de créer des trucs sans contexte. Et là, en fait, bah, c'est ce que je voulais, qu'il n'y ait pas de contexte, in fine. Donc, c'est un outil. Après, l'idée de base, c'est de se dire, est-ce que l'amour est un parallèle de la nature, c'est-à-dire avec un début, un milieu, une fin? Bah, ça, c'est un aspect qui est purement intellectuel. C'est pas la machine qui m'a dit, tiens, en fait, pose-toi la question, est-ce que l'amour, ce serait pas comme une équation, ce serait pas comme la nature avec un milieu? Jamais, jamais l'intelligence artificielle va faire ça, tu vois. Par contre, démontrer, explorer cette thèse en se disant, dans la nature, bah, les plantes naissent, vivent et meurent. Eh bien, pourquoi l'amour serait pas du même acabit, de la même sorte? Cette réflexion intellectuelle, elle est humaine,
Mais ensuite, pour la mener, bah, tu peux avoir une conversation avec la machine qui m'emmène à la fin à créer une équation mathématique censée représenter l'amour avec tout un ensemble de paramètres et qui ouvre le champ à une discussion avec les gens qui viennent à mes expositions et on peut lancer une discussion de est-ce que tu crois que l'amour est fini? Est-ce qu'il se transforme pas? Est-ce qu'il y a vraiment un début, un milieu, une fin dans la nature? Et c'est ça l'objectif de l'artiste, c'est de poser des questions. Et qu'ensuite, les gens qui viennent voir tes œuvres se posent des questions avec toi. Parce que moi, j'en sais rien, en fait, in fine. C'est juste une thèse. Et cette alliance des mathématiques, de la photographie, de la poésie, j'en ai pour 10 ans. Parce qu'en fait, c'est exploratoire. J'ai commencé par modéliser l'amour dans une équation, mais demain, je ne sais pas ce que j'en ferai. Tu vois, enfin, je vais aller plus loin là-dedans. C'est un travail au long cours. Parce que je me pose la question, est-ce que la nature et l'amour ne sont pas des choses qui sont un peu identiques? Tu vois. Enfin, il y a tout un rapport. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai exploré la piste de la création de Dieu, du spirituel. Enfin, tu vois, c'est ça, un artiste, c'est, enfin, un créateur, parce que j'aime pas trop le mot artiste. Un créateur, c'est quelqu'un qui se pose des questions perpétuellement et qui n'obtient jamais les réponses. C'est ça l'objectif. Pour pouvoir continuer à chercher. C'est ça qui est intéressant, d'explorer, de chercher. Donc voilà. Qu'est-ce que ta passion pour l'art t'apporte au quotidien? Des émotions et de la beauté, je pense. C'est-à-dire que je conçois pas un monde sans création, tu vois. C'est pas tellement l'art. Mais après, ce que j'aime aussi, je vais toutes les semaines au musée d'Orsay euh, pour regarder des œuvres d'art parce qu'elles me font du bien. Elles me permettent de rêver, tu vois, de penser à autre chose, d'explorer dans mon esprit des rêves, des idées, etc. Donc, ouais, de la beauté, de l'esthétisme et une réflexion. C'est ça, hein, la création me permet de réfléchir à ça, ma place dans ce monde, tu vois. Et après, oui, de l'émotion parce que j'adore aller au cinéma et être ému par un film ou rire pendant cette projection. Ou j'adore mêler le souvenir à la musique. Tu vois, j'ai une playlist énorme chaque musique me rappelle un souvenir bien particulier. Bah, j'adore écouter de la musique et retomber sur un souvenir. C'est incroyable. Tu vois, ou, je sais pas, aller à la Philharmonie, écouter Patrick Zimmerman jouer du violon, bah, c'est presque capturer le temps. Tu vois, c'est intemporel, c'est incroyable. Je sais pas, c'est quelque chose, c'est presque de la magie. Tu vois, ça apporte un peu de magie, d'autre chose dans un monde qui est parfois un peu brutal, un peu procédurial, tu vois, qui est un peu, voilà, qui est dans le système. Bah, la création, l'art en général, c'est une porte sur autre chose, tu vois, sur le rêve, sur l'imagination, sur la créativité, sur plein de choses. Donc, je pense que c'est ça. Ok, trop bien. Donc là, on a parlé de tes passions, etc. Quel rôle elles ont ces passions dans ta vie? Bah, en fait, ce sont pas des passions. Parce que moi, Mhm. je suis pas passionné par quelque chose en particulier, tu vois. C'est une nécessité, c'est vital. Ça n'a rien à voir avec une passion. Je, Et je, c'est quoi pour toi la nuance entre une nécessité et une passion? Est-ce qu'une passion n'est pas nécessaire par non, définition? regarde, j'adore jouer à la pétanque, c'est une passion. Mais ça fait 2 ans que j'ai pas joué, tout va bien. Je vais pas, C'est que voilà, c'est pas quoi. vraiment une passion alors. Si tu peux t'en passer. Si? Ah bah non, attention madame, j'ai été dans un club de pétanque, j'ai beaucoup Mhm. joué à la pétanque, notamment pendant la création de Stabler. Ça me permettait, tous les soirs, j'allais jouer à la Mhm. pétanque. Ça, c'est pas une Ok. passion, ok? Après, ça peut être périodique. Ça peut être une passion Mais qui justement, intervient à un moment de ta vie, ok, puis après qui est mise entre parenthèses. exactement. Ah bah alors je sais pas pour les autres, mais pour ma Mhm. personne en tout cas, les passions, elles reviennent, elles sont là, tu vois. Cet été, je vais probablement jouer à la pétanque, tu vois, parce que j'ai envie en ce moment, ça me titille un peu. C'est une passion, mais la poésie et la photographie, c'est pas une passion. Alors je vais être un peu, voilà, un peu bullish, mais c'est presque, comment on dit? C'est presque un fardeau, en fait. C'est-à-dire que mon cerveau
fait que j'ai beaucoup de pensées, beaucoup d'idées, enfin, il y a beaucoup de choses qui se baladent, que j'ai ce rapport presque, euh, tu vois, proustien au souvenir, à la mémoire. Ça a été souvent des thématiques dans mes expositions. J'ai un rapport à l'enfant, je me souviens souvent, tu vois, de ma maman qui préparait le chocolat chaud, et j'y trouve une certaine complaisance. Et j'ai besoin de poser tout ça sur le papier ou de photographier, tu vois, que ce soit avec un appareil photo argentique, mais par exemple, tous les jours, je fais une promenade d'1 heure de chez moi, donc de République jusqu'à Jaurès, tu sais, je reviens. Je suis censé rien faire, juste m'ennuyer, marcher et réfléchir à rien. Et ben à chaque fois, je reviens avec 5, 10 photos, tu vois, c'est une nécessité, ça m'amuse pas. Enfin, si, ça m'amuse, j'exagère, mais tu vois, pour moi, c'est ça en fait la différence. C'est que c'est pas un hobby, tu vois, c'est pas un hobby, la photographie, d'écriture. C'est une façon de vivre. C'est plus qu'important. C'est que, tu vois, parfois, il y a des semaines où j'ai pas suffisamment écrit, bah, ça me pèse. Vraiment. C'est pas un exercice de style, hein, là. Ça me pèse. C'est-à-dire que je le ressens. Il y a un problème. Je vais pas bien. Tu vois? Tu vois, Annie Ernaux disait souvent, enfin, je crois, elle a dit une fois, euh, les choses enfin, les choses peuvent exister à partir du moment où je les ai posées sur le papier. Tu vois, sinon elles n'ont pas existé. Tant que je les ai Sans pas les écrites, elles conscientiser. n'existent pas. Ouais. Et ben, je pense on n'est pas loin de ça. C'est que euh, j'aime bien tout ce qui m'arrive de merveilleux ou de moins merveilleux dans la vie va créer une émotion chez moi. Et cette émotion, bah, comme les peintres, comme les musiciens, je la mets dans ma pratique, dans ma poésie, dans ma photographie, parce que c'est le reflet à la fois de ma personnalité, aussi de ce que je veux projeter aussi parfois, et aussi de mes réflexions. Tu vois. J'ai fait longtemps des photographies qui étaient floues. J'avais modifié une canonnette et je faisais eh ben, parce que je trouvais que je me comprenais pas, je comprenais pas le monde. Et de moins en moins, je fais de photos floues. Tu vois, c'est particulier, tu vois. Donc non, je parlerai pas de passion. Pour moi, une passion, c'est quand tu fais de l'aquarelle tous les samedis après-midi dans le club du coin ou que tu es fan de course à pied et que tu fais un semi tous les quarters. Oui, ok, ouais. J'espère que pour toi, c'est une nécessité, cette passion. Ok, c'est Mais à part ça, intéressant une distinction que tu fais. C'est vrai que j'y avais pas pensé du tout, parce que pour moi, une passion, c'était par ouais, définition forcément quelque chose qui est indispensable à ta vie. Tu vois, c'est quelque chose, tu pourrais pas envisager ta vie sans, et c'est ça qui donne un peu le sens à la vie quelque part. En tout cas, moi, c'est ma définition. tu vois, par exemple, euh, ça doit se rapprocher de la passion. Que les gens aiment ma photographie ou pas, ou mes poésies, je m'en fous un peu. Parce que comme c'est vital pour moi, Ouais, la question se pose pas. tu le fais quoi qu'il arrive. Ouais. Ouais, et tu Ok. vois, par exemple, un truc qui m'arrive très souvent, c'est je dois partir, par exemple, je sais pas, un dîner. Il est 18h30, et là, j'ai une idée de diapoésie. Donc, j'ai envie d'écrire, je sais pas, c'est un truc genre, c'est plus fort que moi, donc j'écris. Et puis, en fait, bah, 1 heure et demie plus tard, je suis en retard à mon dîner parce que c'est plus important, plus vital. Enfin, moi, enfin, des gens peuvent m'appeler et me dire, tu es en retard, je m'en fous. Mais Parce vraiment. que c'est ta Mais priorité sur le moment, quoi. bah, je peux m'engueuler avec quelqu'un pour ça, ouais, sans aucun Mm. problème. Ouais. C'est ce que je vais expliquer, c'est que ça vient, ça me frappe, et je vais jusqu'au bout de ce C'est un truc-là. besoin. Donc je sais pas très bien quelle est la différence, mais pour moi, dans mon esprit, une passion, ouais, c'est, tu vois, genre, je sais pas, je suis passionné de char à voile. Tous les étés, je vais faire du char à voile, tu vois. Mais ouais, je sais pas trop. Je sais pas. Je sais pas parce que c'est tellement au cœur de ma vie que je le vois pas comme une passion parce que c'est tout le temps là. Je sais pas trop comment le dire, mais c'est constamment là. Donc, et parfois, ça me gêne pas, mais j'aimerais que peut-être ce soit un peu moins là. Ok. Voilà. Ok, je comprends. Trop bien. Bon, bah, on arrive aux petites questions de la fin. Ouais. C'est quoi ta philosophie de vie? Ouah, la philosophie de. Hmm. Ah, le temps est précieux. C'est ça ma philosophie. Et je pense que là, tu vois, j'ai 37 ans, donc plus jeune, hein, mais de plus en plus, euh, ah, c'est dur ce que je vais dire, mais tout ce qui me fait chier, je le ferai plus jamais de ma vie.
et encore moins. Et là, je me suis encore fait avoir là dans un truc où en fait, j'avais pas vraiment envie d'être là et puis j'ai forcé le truc parce que le sujet m'intéressait. Et je pense que c'est ça ma prochaine philosophie de vie, c'est juste faire ce que je veux, quand je veux, de la façon dont je veux, quelles que soient les conséquences. Tu vois, c'est un peu brutal, hein, mais parce que de plus en plus, je me rends compte que vraiment la vie est fragile, très très trop même, et que du coup, mon temps ici est quand même assez limité, et que bon, bah en fait, 37 ans, on a fait déjà un bon tiers, hein, c'est déjà pas mal, tu vois. Du coup, ouais, c'est ça ma philosophie de vie, c'est bien gérer mon temps, tu vois. De la façon dont j'ai envie, mais bien gérer mon temps. Ouais, ouais, Ok, ouais. trop bien, c'est une belle réponse. C'est quoi la question que tu te poses le plus? Waouh. Oh, punaise. J'en ai plusieurs. Est-ce que je peux en donner plusieurs? Oui, vas-y, c'est bon, je t'autorise. Tu vas voir, c'est parce que je voudrais pas en donner qu'une seule, parce que sinon on va me prendre pour un fou. De quoi je vais mourir? Ok. Si tu pouvais Ça, c'est savoir, est-ce que tu aimerais le savoir? grave. Bah oui. Ok. Parce que si c'est pas un accident de voiture ou un truc, tu vois, lié au hasard, ça veut dire que je peux avoir un impact dessus. Est-ce que par exemple, tu vois, je fume? Je sais très bien que ce truc-là peut me tuer. Euh, Pardon. Donc ouais, de quoi je vais mourir, ça c'est une question. Ok. D'autres questions que je me pose assez régulièrement. Est-ce que j'ai bien fait les choses? Tu vois? Ouais, ça c'est une question que je me pose souvent. Est-ce que j'ai bien fait ce truc-là? Peut-être j'aurais pu faire mieux, peut-être j'aurais pu aller plus loin. Presque un côté perfectionniste qu'en fait j'ai pas tellement parce que je suis quand même, je lance immédiatement tout ce que je fais, donc je suis pas dans la perfection pure, mais ouais, est-ce que j'ai bien fait les choses? Ah, et une autre question aussi mais ça c'est plus propre au TDAH forcément. C'est un peu comme, tu vois, est-ce que j'ai bien fait les choses? Je me pose souvent la question, c'est est-ce que j'ai pas été trop dérangeant? Tu vois, est-ce que j'ai pas fait trop de bruit? Tu vois? Ça c'est une question que je me pose très très souvent. Euh, euh, ouais, est-ce que j'ai pas fait trop de bruit? Ça c'est vrai que c'est souvent une question. Ah, est-ce que les gens m'ont compris? Ouais, tu vois, parce que parfois comme je vais vite, je parle vite, je suis un peu, tu vois, je me dis, est-ce que parfois la personne en face de moi m'a bien compris? Donc ça m'arrive souvent d'ailleurs de poser la question. Est-ce que là vous me comprenez? Parce que c'est pas un jeu, c'est vraiment parfois je me dis, ok, là j'ai été un peu vite, est-ce que les gens ont Ce qu'ils ont suivi. percuté ce que je veux dire? Ouais. Ok. Ok, trop bien. Est-ce que tu as des regrets? Des regrets? Ouais, j'ai des regrets, mais c'est des regrets comme tout le monde. Genre, pourquoi j'ai pas acheté du Bitcoin au tout début alors que des potes me disaient acheter du Bitcoin. Ça, c'est un regret parce que je suis un imbécile en fait. J'ai pas eu la Ok. vision. Ça peut être un regret. Mhm. Après, j'essaye alors ça, c'est un truc sur lequel, tu vois, j'ai beaucoup travaillé avant, c'est pour éviter d'en avoir. Ok. Vraiment, vraiment. Parce que sinon, on peut passer facilement sa vie à avoir des regrets. Du coup, je fais tout, en tout cas dans ma vie, pour ne jamais trop en avoir. Ok? Je préfère me planter, mal faire quelque chose, rater quelque chose. Bah, c'est pas grave. Tu vois, on s'en fiche. Au moins, j'ai pas de regrets. Et à date, j'ai des envies de choses que j'ai pas encore faites. Et c'est plutôt sur ça que je vais me focuser. Tu vois? Très envie de faire ce seul en scène, très envie de réaliser un court-métrage. Ça me motive. Mais bon, le passé, j'ai plus d'impact. Et en tout cas, quand ça m'arrive d'avoir des regrets, ouais, c'est un peu marrant ce que je vais dire, mais je vais plutôt avoir des regrets amoureux. Tu vois? Je vais me dire, merde, cette fille était vraiment géniale et est-ce que j'ai eu l'intelligence de vraiment percevoir ça? Est-ce que j'ai bien fait les choses pour conserver ça? Bon, bah non. Donc je vais avoir un petit regret. Tu vois. Mais c'est très passager parce qu'en vrai, c'est très rare, très très rare que j'en ai. Et quand j'en ai, ça dure quelques secondes ou le temps d'une chanson. Et ensuite, bah, j'écris un poème et boum, il n'y a plus de regrets. Tu vois. Non, plutôt des envies, des regrets. Qui est-ce qui t'inspire? Humain. Mes parents m'inspirent, ils sont Mhm. résilients, ils n'ont pas une vie facile, donc j'ai de l'inspiration pour eux.
Ouais, c'est vrai que j'ai pas de modèle. Léonard de Vinci m'inspire. Marie Curie m'inspire. Euh, des peintres, pareil, ouais, des Rothko, des écrivains comme Salinger. C'est le travail, moi, de quelqu'un qui va m'inspirer, tu vois. Ok, ok, L'œuvre de intéressant. quelqu'un. Ouais. Mhm. Rimbaud m'inspire. Mais là, dans le vrai monde, est-ce que quelqu'un m'inspire? Je réfléchis. Euh, Jean-Pierre Bacry m'a beaucoup inspiré. Enfin, inspiré dans le sens, j'aimais son côté grande gueule, son côté, je suis pas d'accord avec ce qui se passe dans ce monde et j'aimerais que le monde soit meilleur. Je dis les choses, je suis authentique, sincère. Donc j'avais une forme d'admiration, peut-être pas d'inspiration, mais une admiration très forte pour lui. Ouais. Est-ce que tu as des ressources à nous recommander? Ça peut être un livre, un podcast, un film, une musique, une expo, peu importe. Un truc qui t'a animé ces derniers temps et que t'aimerais nous partager. Euh, Ah, je suis allé voir les nymphéas au musée de l'Orangerie Bien sûr, de et Monet. c'était assez incroyable. Les films, quel est le... Oh, Substance ou je sais pas quoi là, le dernier film, tu sais, hollywoodien où la dame se met un truc dans le bras pour rester jeune, qui est une critique du jeunisme sous Hollywood. Je crois que c'est Substance d'une réalisatrice française. Ça, je conseille à tout le monde de le voir au moins une fois parce que c'est très choquant, dans le sens c'est très percutant, mais c'est une masterclass. Et je rajouterai La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. Et comme livre, j'ai fini Picabia là, j'ai adoré. Et j'ai adoré aussi Intérieur jour ou Intérieur nuit de Nicolas Demorand sur sa bipolarité. Incroyable, ce mec que j'ai écouté toute ma vie, tous les matins quand je mangeais ma tartine avec mes parents. Et que ce mec nous annonce qu'en fait, ça fait 20 ans que le mec vit dans le noir et qu'il est atteint, enfin malheureusement, il est bipolaire et que c'est pas facile sa vie. Ce livre-là m'a beaucoup marqué. Ouais, c'est le dernier livre qui m'a vraiment un peu retourné. Euh, et la musique, ouais, je sais pas, Peter en ce moment, j'ai un gros truc là-dessus, une chanson qui s'appelle Eden, que j'écoute en boucle. Et bien sûr, l'album de This is la peste, Rencontre, qui est pour moi une masterclass de poésie musicale et qui en plus me rappelle mon ex. Donc vraiment, j'adore cet album. C'est un, c'est une Madeleine de Proust à chaque fois que je l'écoute. Et je suis même allé le voir en concert tellement j'avais adoré ça. Ouais, donc voilà. Voilà mes petits crocos. Trop bien, bah merci. Et j'ai une toute dernière question pour toi, Romain. Si tu pouvais entendre n'importe qui, bon bah du coup de vivant à ce micro, enfin à ce micro, on l'imagine virtuellement, à ce podcast, qui est-ce que ce serait? Oh, quelqu'un que j'aimerais beaucoup, parce que je l'aime et j'aime tout ce qu'il apporte, c'est Philippe Catherine. D'accord. J'aimerais beaucoup. Alors, il a sûrement fait des podcasts, et d'ailleurs, je vais écouter ça ce midi, mais tiens, je vais chercher. Mais ouais, Philippe Catherine en Mhm. podcast. Ok. Ce mec est tellement incroyable que j'aimerais savoir. En fait, j'aimerais savoir comment il vit. Donc, j'aimerais qu'il nous raconte sa vie. Ça doit être totalement incroyable. J'ai déjà entendu Julie Depardieu parler de lui. Et quand elle dit que à la maison, il est pareil que dans la. Enfin, moi, j'aimerais voir. Parce que j'ai vu à la Maison de la Poésie il y a quelques années. Il y a très longtemps, hein. Je vous conseille ce livre, Ce que je sais de la mort et ce que je sais de l'amour. Et même là, d'en parler, j'ai le frisson, tellement c'était beau. Et ce mec-là, je trouve que c'est le plus bel homme de la Terre. Ok, Voilà. génial. Et ben merci beaucoup. J'en ai fini avec toutes mes questions. Merci beaucoup pour ton temps, Romain. On a eu des petits soucis techniques, etc. C'était Alors, compliqué, mais l'épisode est fait, donc je suis trop contente. Et ben merci pour mais tout de ce que tu rien, nous as merci. partagé. C'est super intéressant. Merci beaucoup à toi. Un grand merci à vous si vous êtes arrivés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré cette discussion. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire
et à partager l'épisode autour de vous. Voilà, tout le blabla habituel. Aussi, n'hésitez pas à m'écrire pour me partager votre retour par rapport à cet épisode, ça me fera toujours plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, ça me fait vraiment chaud au cœur et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.